De retour en studio, Monsieur Zabi Frédéric, il est psychothérapeute et éducateur familial et on le reçoit avec grand plaisir. Merci d'être là et bonjour. Bonjour madame, c'est un plaisir renouvelé. Merci à vous. Alors, la famille monoparentale, il y en a énormément, hein. Absolument. D'accord, donc la femme qui se retrouve seule avec l'enfant ou le père qui se retrouve seul avec l'enfant, ça existe, c'est un quotidien. Alors, quelques astuces pour éduquer seul son enfant. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est possible d'éduquer seul. C'est possible, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est très difficile, mais c'est pas impossible parce qu'il y a beaucoup de facteurs à risque en fait. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait bon qu'on situe les auditeurs quand même sur quelques aspects de la chose. C'est que les statistiques, moi, me donnent un peu froid dans le dos. J'ai essayé de conduire une étude personnelle et j'ai découvert que pour ceux qui me consultent, en général dans le cadre d'une prise en charge psychologique, Oui. il se trouve que 78% des enfants, des jeunes adolescents qui s'adonnent à la drogue ou pour les jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution, ils sont tous originaires de familles monoparentales. Ah bon? Très en général, oui. Ils ont été élevés seuls par un parent. C'est des statistiques. Pour moi, c'est vrai, il ne faut pas généraliser tout de suite parce que mes outils ne sont pas élargis sur l'ensemble du territoire, mais ça se limite seulement à ceux qui me consultent. Mais déjà, ça me donne froid dans le dos. Et ça me dit qu'il faut qu'on donne des outils aux parents pour ne pas qu'ils se laissent déborder par la chose. Donc, ce que vous venez de dire, c'est que 78% des jeunes ados qui vont vers la drogue, la prostitution, ont été issus de familles, ont été élevés seuls. Ont été élevés par un parent seul. Un parent isolé. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque criard qui naît de cette éducation. Absolument. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes à la base. Parce que, vous voyez, le phénomène de la déviance au niveau de l'adolescence ne se produit pas seul. Il n'y a aucun phénomène qui naît ex nihilo. Les phénomènes naissent toujours créés par ou favorisés par des aspects psychosociaux. Donc, le phénomène de la monoparentalité, ça prend de plus en plus une proportion plus grande, en fait, en Côte d'Ivoire. Et il faut définir ce que c'est. C'est qu'en général, c'est qu'une famille, elle est composée de deux parents, un père, une mère et des enfants, un enfant ou des enfants. Dans le cas d'une famille monoparentale, on se retrouve avec soit la mère, soit le père, et puis des enfants à élever ou à éduquer. Et ça peut se faire soit suite à un décès, suite à un divorce, suite à une séparation, suite aussi à une vie qu'on choisit de mener seul. Ou alors ça peut être une monoparentalité de fait. Les deux parents sont là, mais il y en a un qui est absent. Il n'est pas présent dans l'éducation de l'enfant à cause de charges professionnelles qu'il se donne lui-même, qu'il absorbe au point qu'il ne soit pas présent dans l'éducation de l'enfant. Donc il y a cette monoparentalité de fait. Quoi qu'on dise, c'est que dans tous les cas, il y a un parent qui se retrouve seul avec l'enfant. Et il y a beaucoup de facteurs à risque, comme je le disais tout à l'heure. Si on veut rentrer... Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. Oui. Je prends l'exemple de la prostitution. Je me dis que prostitution égale problème d'argent. Je pense que c'est un lien. Et puis égale le fait de surmonter l'étape, de trouver normal de donner son corps à un étranger. Et j'ai du mal à faire le lien avec une éducation monoparentale. Éducation monoparentale ne veut pas forcément dire éducation ratée. Une mère qui est travailleuse, qui se bat justement au quotidien pour donner le minimum ou le maximum à sa fille, quel est le lien avec la prostitution que pourrait, cette déviance vers laquelle pourrait aller sa fille? Je souris un peu parce que très en général, les parents que nous sommes, on n'aime pas se voir dans le miroir. Je veux dire en clair que voilà un phénomène social qui nous interpelle. Ça, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Les chiffres venant de moi, mes recherches personnelles. D'accord. C'est des chiffres que je n'ai pas créés, que je n'ai pas imaginés. Et c'est lié au fait qu'il y a des réalités sociales qui s'imposent. Donc, il faut les prendre telles qu'elles sont et y trouver une remédiation, en fait. Apparemment, il n'y a pas de lien entre la prostitution et le fait d'être éduqué dans un contexte monoparental. Apparemment, je dis bien. Mais la réalité, c'est que la prostitution n'est pas toujours liée qu'à l'argent. La prostitution, c'est d'abord, comme tous les autres phénomènes, c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Quand on ne se donne pas de limites,
C'est là qu'on franchit des pas. On se dit, j'ai des problèmes, bon, la solution, c'est le raccourci, il faut que je me donne à un homme. Mais quand on a des limites dans la tête, on ne fera jamais ça, même si on est dans la précarité la plus absolue. Ça veut dire que le lien n'est pas si évident que ça. La monoparentalité ici, intervient du fait que soit la mère, soit le père se retrouvent seuls. Or, quand on parle de parents, il y a une communauté de responsabilités dans l'éducation des enfants. Oui. Parce que chaque parent a un rôle à jouer. Et quand il y a un déficit, le parent qui reste seul, très souvent, il a du mal à assumer les deux rôles. Il les assume soit partiellement, soit il démissionne carrément. Le premier facteur à risque, en général, c'est l'une des solutions de raccourci, où on s'est dit, bon, ben, la vie m'a amené à être seul dans l'éducation de mes enfants. Bon, ben, je vais laisser cette charge-là à ma mère. Et on emmène l'enfant chez sa grand-mère. La grand-mère, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, elle ne sera jamais une mère pour le petit enfant. Parce qu'elle aura tendance à lui concéder beaucoup de choses qu'un parent ne doit pas concéder normalement. Parce qu'elle est grand-mère. Parce qu'elle est grand-mère. On a tendance à passer ses caprices à l'enfant, à ne pas lui donner trop de règles rigides, etc. Parce que là, on s'est dit, bon, ben, moi j'ai un devoir, il faut que l'enfant me perçoive comme une grand-mère, non pas comme un policier qui est en train de baliser tous les chemins. Voilà. Et donc, c'est important ce que vous dites. Donc, la grand-mère ou le grand-père ne sera jamais le père ou la mère. Jamais, jamais. Et pourtant, on peut commettre l'erreur en se disant, c'est mon père, c'est ma mère, il m'a éduqué, il m'a élevé, au point où aujourd'hui j'ai un enfant, donc je peux lui confier l'éducation parce qu'il sait y faire. En général, on se base sur l'expérience. C'est pas mauvais. Le grand-père ou la grand-mère peut venir en appoint, mais jamais comme l'acteur principal. S'il vient comme l'acteur principal, il y a un gros risque. Parce que les grands-parents, ils ont évolué dans un contexte qui n'est peut-être pas le contexte de l'enfant, ni le contexte même du parent. Donc, les contextes étant divergents, il est difficile souvent de s'adapter aux nouvelles donnes. Vous voyez que ma mère, par exemple, ma mère, elle a 90 ans. Si ma mère se retrouve à élever mon enfant, du coup, elle ne comprendra jamais que mon enfant puisse avoir accès à Internet parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Ça sera toujours un conflit permanent entre ma mère à moi et mon enfant. Donc, il y a des choses qui seront galvaudées dans ce genre d'éducation-là. Mais d'un autre aspect aussi, il y a certaines choses qui seront maintenues que vous ne pouvez peut-être pas maintenir, qui ont traversé des générations et puis qu'elle peut perpétrer. Absolument, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut toujours faire la part des choses. Il faut que les choses s'adaptent au contexte nouveau. Parce que quand on veut forcément prendre une valeur qui a eu son mérite d'être dans un contexte et on veut le plaquer dans un autre contexte, il faut le prendre avec non seulement la carapace, mais en même temps avec l'essence. Or, très souvent, on prend juste la carapace. Et ça, c'est la difficulté. Je ne dis pas qu'il faut balayer du revers de la main l'éducation que les grands-parents donnent. J'ai bien dit, les grands-parents peuvent venir en appoint, mais pas comme acteur principal. Il y a d'autres facteurs à risque aussi. C'est que le parent qui se retrouve seul à éduquer l'enfant, il y a le risque que ces parents-là, ils fassent un transfert d'émotions, un transfert d'affect. Ce que je ressens, je me dis, bon, moi j'ai de l'aigreur, par exemple, contre le père, parce que pour une raison ou une autre, il m'a laissé seul et face à la vie, avec un enfant à charge. Donc tout ce que je rumine contre ce père-là, je le déverse sur l'enfant. C'est à cause de toi. Et donc, en le faisant, on le dit, on le pense et on le démontre sans le savoir dans les actes quotidiens de la vie. Ce qui peut être un problème pour l'enfant. Il y a aussi d'autres facteurs à risque. C'est que notre situation change, mais notre mentalité ne suit pas. On n'a plus un homme ou bien on n'a plus une femme, mais on se comporte exactement comme si on était à deux dans l'éducation de l'enfant. On ne se rend pas compte qu'il y a des déficits à combler. On ne se rend même pas compte qu'il y a un manque. D'accord. Et donc... Alors, j'ai deux questions à vous poser. Première des questions, est-ce que... Bon, la réponse est évidente, mais vous allez nous développer cela. C'est vrai que l'éducation monoparentale, il y a des risques justement de dérive de l'enfant. Mais l'éducation à deux également, on a vu beaucoup de dérives. Le père est là, la mère est là. Ils font tout ce qu'ils peuvent, les pauvres, pour être à la hauteur. Et malheureusement, malgré tout cet environnement favorable, l'enfant dévie. Donc ça, je pense que c'est un aspect dont on va parler. Et deuxièmement, qu'est-ce que le père fait que la mère ne peut pas faire? Et qu'est-ce que la mère fait que le père ne peut pas faire pour que ce soit complémentaire pour l'éducation? On ne doit pas voir les choses en termes de qu'est-ce que l'un peut faire que l'autre ne fait pas. On ne doit pas voir les choses de cette façon-là. On doit voir les choses de la façon suivante. Il faut que les rôles soient partagés.
vous pouvez faire, je peux faire, mais délibérément, on s'assoit, on s'est dit, pour telle chose, il faut que ce soit ta responsabilité. Tu assumes. Et puis moi, je rappelle. Par exemple, on dit, OK, comme c'est toi l'homme, il n'y a rien qui dit que c'est l'homme qui doit forcément être l'autorité. Hein. C'est un exemple que je veux prendre. Mais on peut se dire, OK, comme c'est toi l'homme, sois l'autorité de la maison. Et la mère, moi, je ne fais que rappeler les règles qui ont été établies. Madame, l'éducation, c'est un tout. On peut être à deux, à la maison, permanent avec nos enfants et rater complètement les choses. Tout à fait. Parce qu'on n'adopte pas les bonnes méthodes. Parce qu'on n'adapte pas nos stratégies, nos méthodes aux standards qui doivent être. On n'adapte pas les choses au niveau de l'enfant. On adapte les choses à la psychologie de l'enfant. C'est un tout donc. Le fait d'être en famille monoparentale n'est pas forcément quelque chose de négatif, je dirais. Mais l'évidence, c'est qu'il n'y a plus de risques. Il n'y a plus de risques que les enfants aillent vers la déviance à cause du fait qu'il y a beaucoup de manques qui ne sont pas comblés ou qui sont mal comblés. Ça, c'est cette évidence-là que nous ramènent les chiffres, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il est bon que les parents se rendent compte que l'absence liée à une situation de fait ou alors à une situation de choix, que ces absences-là n'aient pas un impact sur l'enfant. Mais je comprends très bien ce que vous dites, mais j'ai du mal à percevoir le côté indispensable de l'autre. Parce que je pensais que c'était... il y avait un rôle à jouer pour l'un, un rôle à jouer pour l'autre, qui était impossible pour l'un des deux de jouer, enfin, jouer les deux rôles en même temps. C'est ce que je pensais. Sinon, j'aurais pu vous dire, il y a la femme qui peut avoir l'opportunité d'avoir un autre homme dans sa vie et puis lui demander de jouer le rôle du père, par exemple. Ça peut être un avantage ou même ça peut être un désagrément pour l'éducation, mais je ne vois pas le côté indispensable qui justifie le fait que si les deux ne sont pas là, ça peut être dangereux pour l'enfant. Vous voyez, le cas que vous avez pris, on rentre dans le cadre d'une famille qui est recomposée. Oui. Ça, c'est différent. Parce que les conseils qu'on peut donner à une famille recomposée, ce ne sont pas les mêmes conseils qu'on peut donner à une famille monoparentale. Ce que je veux dire, madame, quand vous prenez un enfant qui a un âge, par exemple, du pien, je veux dire un enfant qui se situe entre 4 et 5 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, en fonction des individus, c'est un âge où l'enfant a tendance à développer, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, américain ou de n'importe quelle nationalité, cet enfant-là, il va développer un complexe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'il aura tendance à tuer entre griffes le parent du même sexe et se rapprocher du parent de sexe opposé. Si à cet âge-là précisément, l'enfant manque de cette figure parentale opposée, c'est un problème. C'est un problème qui va surgir dans son adolescence et à l'âge adulte. On peut redéfinir le complexe d'Oedipe? Voilà. Le complexe d'Oedipe, comme je l'ai dit, c'est la tendance que l'enfant a à tuer entre griffes le parent du même sexe. Un petit garçon, quand il a 4 ans et demi, 3 ans, en fonction des âges, comme je l'ai dit tout à l'heure encore, il a tendance à se rapprocher beaucoup plus de sa mère. D'accord. Une petite fille, elle a tendance... Il idéalise sa mère aussi? Il idéalise, il a envie de l'épouser. Donc l'épouser en griffe. Et il est un peu jaloux du père? Il est jaloux du père. Et du père, non seulement du père biologique, mais de tous les hommes qui tournent autour de sa mère. C'est un âge où il développe cette jalousie-là. Et donc, la petite fille également, elle en fait autant. À cet âge-là, elle se rapproche beaucoup plus de son père que de sa mère, de qui elle s'éloigne un peu. Et donc, quand l'enfant a cet âge, que l'enfant n'a pas cette figure parentale opposée, ça a un problème, comme je l'ai dit. Parce que ça crée un vide. L'enfant ressent un besoin qu'il a envie d'exprimer, mais il n'y a personne vis-à-vis de qui il peut exprimer cela. On peut confier ce rôle-là à un autre homme qui vient dans notre vie ou à une autre femme qui vient dans notre vie. Mais là, comment est-ce que cette personne-là va percevoir ce rôle? Comment elle va jouer ce rôle? Toute l'équation se trouve à ce niveau. Parce qu'en ce moment-là, quand on joue le rôle pas comme il faut, parce que ce qu'on ferait avec son propre enfant, c'est difficile souvent qu'on le fasse correctement avec un enfant qui n'est pas notre. Donc, là encore, il y a des déficits. On peut ressentir le fait que ma belle-mère, elle me traite de cette façon parce que je ne suis pas son enfant. Et là, au lieu que ce soit un facteur qui nous arrange, ça devient un conflit. On s'est dit, elle est à l'origine de tous les problèmes que j'ai. Et là, on prend la belle-mère en ennemi et puis ça devient des conflits à perpète. Donc,
C'est difficile dans ces contextes-là. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui doit jouer un rôle et un autre doit jouer un rôle. Non. C'est que dans notre vie, à chacun d'entre nous, on a besoin de nos deux parents. Parce que les enfants, on les fait à deux. Et la vie est organisée, la vie en société est organisée de sorte que l'enfant, il voit les deux parents à tout moment. Et quand lui n'en a pas, il voit ses amis qui en ont. Et ça lui pose problème. Moi, je vais à l'église, à l'école, partout. J'ai mes amis qui crient « Papa est venu, maman est venue ». Et moi, je ne peux pas crier comme ça. Il y a un problème. Ou bien à l'école, les cadeaux pour les parents, pour la fête des pères, pour la fête des mères. Ou bien on demande de représenter la famille. Et on réalise que l'enfant dessine, par exemple, sa mère comme une géante magnifique avec une belle chevelure. Et puis, il n'y a rien à côté pour le père. Ou bien il y a un petit bonhomme tout rikiki, là, comme ça. Ça dénote déjà... De beaucoup de choses, du manque qu'il y a là, que l'enfant est en train d'exprimer de façon insidieuse. Et quand les parents ne font pas attention à ça, ils laissent les choses se développer. Et après, madame, on est surpris d'avoir des adultes dans notre famille qui sont mariés et qui n'arrivent pas à donner de l'amour, par exemple. Parce que, vous savez, il y a un très mauvais indicateur pour les parents. Et c'est très mauvais, je dis bien très mauvais indicateur pour les parents. C'est pour la réussite de l'éducation que les parents donnent, c'est très mauvais indicateur, je le disais, c'est les résultats scolaires. Quand on est en train d'éduquer un enfant qui nous donne de très bons résultats scolaires, on s'est dit, ça y est c'est bon. Gagné. Alors que... Ah, ça n'a aucun lien. Aucun lien. Un enfant, il peut très bien faire des études brillantes et quand il devient adulte, un piètre mari dans son foyer, un piètre père de famille, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Je pensais que, enfin, on pense en général que la qualité du niveau scolaire de l'enfant était lié à son psychisme, à son équilibre. Parce que pour être brillant, on avait l'impression, en tout cas, en tant que parent, qu'il fallait être équilibré pour apprendre ses leçons, retenir, épanoui à l'école. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'on avait développé un thème ici où on disait l'école ne suffit pas. L'école, c'est excellent. L'école, ça donne l'ouverture d'esprit. L'école, ça donne la maturité du quotient intellectuel, etc. Donc, cette ouverture d'esprit, je disais donc que c'est un mauvais indicateur parce que ça montre aux parents que l'enfant, il est en train de gravir des échelons. Or, ça n'a rien à voir avec la maturité psychologique et sociale. Cette maturité-là, elle n'a rien à voir avec son... Bon, quand je dis rien à voir, peut-être que j'exagère, mais je veux dire juste que il faut être circonspect, il faut être mesuré quand on établit le lien. Parce que la maturité psychologique et sociale d'un individu, ça peut ne pas avoir grand-chose avec son niveau intellectuel. D'accord. Alors, à ce stade, on a essayé de donner des pistes pour identifier le problème. Alors, à ce stade, on va devoir conclure avec quelles sont les solutions ou quels sont les conseils que l'on pourrait donner à ce genre de personnes, une mère seule à élever son enfant ou un père seul. Déjà, il faut que les parents comprennent que comme l'un des parents n'est pas là, on est obligé de jouer les deux rôles. Et jouer les deux rôles ne veut pas dire devenir plus autoritaire, c'est-à-dire s'accaparer tout le rôle que l'autre devait jouer. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut qu'on reste dans son rôle. Créer un réseau de soutien où il y a des figures qui peuvent jouer des rôles de substitut. Quand je suis un homme, je n'ai plus de femme, je me retrouve seul à élever mon enfant, je ne peux pas devenir une mère. Je vais faire ce que je peux en tant que père. Mais là, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait de façon permanente une figure maternelle dans l'environnement où évoluent mes enfants. Ça, c'est un exemple pareil. Il faut que le parent isolé réorganise son emploi du temps, tienne compte de ce que désormais il ne peut pas ou elle ne peut plus utiliser son temps comme on le faisait quand on était à deux. Il faut également réorganiser son budget. Ça, c'est très important. En général, l'un des parents n'est plus là, mais on se comporte avec les finances exactement comme si rien n'avait changé. Et ça pose un problème dans l'éducation des enfants. Parce que les finances sont, comme on le dit, les nerfs de la guerre. Et quand il y a un manque, parce que ça, c'est ce qui est récurrent dans les familles monoparentales, le manque d'argent. C'est ce manque d'argent-là qui peut, je ne dirais pas que ça doit pousser nécessairement, mais ça encourage souvent à certaines dérives au niveau des enfants quand ils deviennent adolescents. Donc, c'est des choses qu'on peut dire pendant des heures, madame. Là, en quelques mots, c'est ce que je peux dire. Créer un réseau de soutien, réorganiser son temps, réorganiser ses finances, prendre conscience du rôle qu'on a à jouer en se cultivant, premièrement, en allant à l'école. En allant à l'école parce que avoir des enfants, tout le monde peut.
On ne fait rien de spécial pour avoir des enfants. Mais les éduquer, c'est une autre charge. Donc là, il faut aller à l'école pour apprendre. Et nous sommes là pour aider les gens. Très bien. Vous êtes là, vous jouez comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Monsieur Zabi Frédéric, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Très bonne journée. À la semaine prochaine. Alors, nous avons un spot, nous avons le jingle et nous allons parler météorologie, mes premiers amours. À tout à l'heure.